Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Florian. Et alors, Florian, j'aime bien le dire, hein, chaque personne est la bienvenue sur le podcast. Toutes les personnes qui ont une belle histoire à raconter sont les bienvenues. Et souvent, ça m'arrive d'être, enfin, je dis souvent, mais en fait, pas si souvent que ça en réalité, d'être contacté par des personnes qui me disent, hey, j'ai une belle histoire à raconter et puis j'écoute ton podcast et ça m'intéresserait de passer parce que je pense que ça peut intéresser et puis participer à l'évolution de chacun. Et c'est exactement ce que tu as fait, Florian. Tu as participé à de beaux événements. On va pouvoir le voir si t'as un bon niveau quand même, hein. Tu vas pouvoir nous raconter tout ça dans l'épisode. Et du coup, bah, j'ai accepté avec grand plaisir que tu viennes sur l'Instinct Outdoor partager ton histoire. Comment vas-tu, Florian? Bah écoute, ça va. Le temps est là, la santé est là. Là, on est sur de bonnes conditions. En ce moment, ça va super bien, hein. Une grosse forme. Eh ben écoute, super. Là, on enregistre mi-mars, et puis tu as de beaux objectifs à venir. Tu en as déjà réalisé, voilà, durant cette année, et puis même bien avant. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, bah oui, carrément. Alors moi c'est Florian. Alors du coup, je suis originaire de région parisienne, là où je vis, dans les Yvelines, dans le 78. Sur le côté professionnel, je suis dans une société de serrurerie, vitrerie. Je suis chargé d'affaires. Je gère la société en association avec le patron. Voilà, donc je suis dans la vie active. Je me déplace tous les jours sur Paris. Je vais voir les clients. Je bouge beaucoup. Je passe beaucoup de temps à bouger. Et en parallèle, je suis pompier volontaire depuis 13 ans. Ma caserne est à 200 mètres de mon travail, donc ce qui me permet de pouvoir faire une ou deux gardes par semaine en plus, et ce qui me permet d'avoir un réseau un peu différent de mon autre milieu professionnel, quoi. T'as une convention avec ta boîte pour pouvoir partir sur Inter Non, quand il y a besoin? Non? non, parce que alors nous c'est des gardes postés, hein, donc moi la semaine généralement je passe une nuit ou deux à dormir en caserne, donc voilà, quand je dors là-bas, bah, je décale en fonction des interventions, et un week-end sur deux, généralement un samedi ou un dimanche, je suis garde, pareil, je passe 24 heures en caserne, donc non, il y a pas d'astreinte chez nous, c'est vraiment posté en caserne, quoi. Hmm. Donc tu fais principalement des nuits. C'est une caserne qui décale beaucoup. T'as... Et alors, sur mes 13 ans de carrière pompier, j'ai fait 10 ans dans l'un des plus gros centres des Yvelines, qui est à Mantes-la-Jolie, et qui pouvait cumuler jusqu'à 10 000 départs à l'année. Et puis après, bah, la fatigue a commencé à arriver, donc j'ai dit, il faut que je change. Donc je suis venu sur un plus petit centre, et on est sur 3000, environ 3000 départs à l'année, quoi. Ouais, quand même, ouais. Et alors, on sait que le trail et le sport en général, et même pour tous ceux qui n'en font pas, hein, le sommeil et la qualité du sommeil est quelque chose d'important. Tu dis que tu as une activité pro qui est assez intense, l'activité volontaire qui te fatigue, et pourtant tu arrives à t'entraîner correctement. Comment est-ce que tu gères cet aspect sommeil et fatigue? Alors il y a deux choses, c'est que déjà on va revenir à mes entraînements après, tu verras là, comment je procède pour m'entraîner, mais j'ai ma femme qui travaille énormément aussi, et le soir je vais pas te mentir que le soir on se couche vraiment pas tard, pour essayer de faire des nuits qui soient au moins sur une base de 6-7 heures au moins, même en règle générale 7 heures. Donc même si je me lève de bonne heure, généralement la semaine on se couche vraiment pas tard, quoi, pour essayer d'être dans de meilleures conditions possibles pour travailler, parce que elle comme moi on tient beaucoup à nos performances au sein de notre travail, quoi. Et c'est quoi, Patard? Ah, tu vas rigoler, mais il y a des soirs où on peut s'endormir sur le canapé à 21h30, 22h, c'est terminé, tu vois, ou aller se coucher à 22h, tu vois. Ouais. On sait pertinemment qu'on se lève entre 22 et 23 heures, tu vois, parce qu'on sait pertinemment qu'on se lève de bonne heure le lendemain matin. Hmm. Ouais, donc en fait, c'est une heure plutôt normale. Mhm. C'est pas si tôt que ça, hein. Non, bah après, il y a... C'est pas à l'heure des poules à 19h, tout le monde au lit. Non, pas encore, pas encore. On est trop jeune pour ça. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'essaye aussi de faire et de mettre en place, de ne pas pousser pour pousser, de rester sur les écrans pendant longtemps. Et en général, ce que je fais, c'est que je prends un bouquin et un bouquin qui nécessite de réfléchir des fois. Bah, goûter, c'est pas un bouquin où tu rentres dans une histoire, où tu as du suspense, tu vois. Et en fait, le fait d'activer le cerveau comme ça, moi, ça m'endort Ouais, complètement. Et là,
là, je peux aller au lit et puis je m'endors instantanément. Ouais, normalement, si tu te mets un peu de lecture ou un peu de, je sais que je fais aussi de la sophrologie, donc tu te mets les écouteurs, tu te mets un peu de sophrologie. Normalement, si tu tombes sur la bonne vidéo en 5 ou 10 minutes, le problème il est réglé. Hein. T'es déjà très très loin. D'ailleurs, j'avais eu des auditeurs et ça m'avait surpris ça, qui pour moi, en fait, les écouteurs de podcast outdoor, c'est souvent des gens qui écoutent ça en allant courir ou dans Ouais, la voiture, en allant au mm. boulot. C'est ce que je Et fais. Ouais. ouais. Et j'avais un auditeur, ou enfin plusieurs d'ailleurs, qui m'avait, quand j'avais fait un petit sondage, savoir quand est-ce que les gens écoutaient les podcasts, il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils écoutaient ça le soir au lit. Avant de s'endormir et aussi des, alors ça c'est pas bien si tu es en train de le faire au travail, il y en a qui écoutent aussi au travail. Ouais, et, non. et du coup ça m'avait surpris ça, tu vois, parce que c'est pas quelque chose que je fais donc Après, tout dépend. Si tu passes du temps en voiture ou des choses comme ça, tu peux glisser ça dans la voiture le temps que t'es sur la route. Plutôt que d'écouter. Moi, c'est ce que je fais hein, en règle générale. En ce moment, surtout en ce moment, j'écoute pas mal de podcasts et d'émissions ou de reportages plutôt que de mettre la musique dans la voiture. Quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, utilises ton temps Ouais, pour apprendre aussi exactement. des. Ouais. C'est exactement ça. On apprend hein, sur chaque podcast, sur chaque interview, sur chaque reportage. Il y a comme je dis, il y a toujours une graine à prendre. En fait, il y a toujours un truc que tu vas prendre. Tu vas dire tiens, ça, j'y ai pas pensé. Si je pouvais bosser là-dessus, tiens, ça, je vais me le mettre dans un coin de la tête. Tiens, lui, il a essayé ça. Je vais mettre ça, tu vois. Je suis avare de récupérer un maximum d'informations comme ça pour me développer parce que j'ai pas de, tu vas voir ma carrière sportive, mais elle a été pendant un temps très très encadrée, même jusqu'au sommet. Et derrière, je suis tombé dans une carrière où je suis tombé dans l'autodidacte. Donc, du coup, il a fallu que je prenne un maximum d'informations, quoi. Hmm. Et alors, du coup, pour revenir sur le sujet des pompiers, est-ce que tu as, toi aussi, ces gens qui te disent, mais t'es pompier volontaire et t'as jamais voulu en faire un métier? Alors, tout le temps, tout le temps, pour une raison simple, c'est que pour faire court, j'ai une double licence universitaire et du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans des métiers qui me faisaient relativement bien gagner ma vie. Après, j'ai eu une opportunité de racheter une société avec un associé qu'on a racheté. Il est resté gérant majoritaire. Moi, je me suis associé avec lui et on a développé. Ça fait 11 ans qu'on développe la société ensemble. Donc, la vie que j'ai aujourd'hui, si j'étais passé pompier professionnel, d'une, je l'aurais peut-être pas eu. Et de deux, je préfère rester pompier volontaire. Ça me permet de garder ce côté passion. J'avais peur en passant le cap d'être pompier professionnel, de perdre un petit peu ce côté passion et cette envie que j'ai quand je vais à la caserne de retrouver les copains, de décaler en intervention. Voilà. C'est pas toujours très drôle, mais voilà. Pour l'instant, il y a encore, même après 13 ans, il y a toujours il y a toujours la passion, quoi. Ah, c'est exactement l'une des raisons qui m'a fait arrêter les pompiers de Paris. C'est pas la seule, mais ça en fait partie. Ce côté avoir gardé la flamme et pas être blasé comme peuvent l'être certaines personnes qui Voilà. décalent beaucoup et qui banalisent en fait. C'est ça. Ouais, Exactement. je voulais pas Tu as du tout connu. tomber là-dedans. Ouais. Tu as connu, donc tu sais Ouais, exactement de quoi je parle. exactement. Ouais. Et puis Mm. quand j'ai senti que je commençais à basculer, j'ai dit ouais, c'est le moment de lever le Il pied. faut toujours trouver des solutions, en fait. Tu vois, même Hmm. moi, quand j'ai quitté Magnanville, c'est parce que, enfin, Mantes-la-Jolie, c'est parce qu'il fallait que je rebondisse sur ma carrière parce que je sentais que je commençais à m'étouffer et puis il fallait que je vois autre chose. Donc, j'ai changé de centre, j'ai repassé des grades, je suis passé sous-officier, ça m'a permis de voir un autre côté des interventions. Et donc, du coup, maintenant, j'ai retrouvé plus de passion que sur la fin de mon service à Mantes-la-Jolie, quoi. Hmm. Ok, bah alors, on pourrait parler du sujet des Je me pompiers doute. pendant, tu as bien compris, hein, Je me doute. pendant longtemps, mais peut-être que ça passionne les auditeurs parce que c'est pas un sujet dont on parle souvent On sur le parle tout le temps. podcast, hein, mais Ouais, c'est ça. Bah, on pourra en reparler après pour les entraînements aussi, parce que ça, c'est lié. Et ma carrière de pompier est liée aussi à mon entrée dans le trail et dans l'ultra. Donc, je vais en reparler après, de toute façon, quoi qu'il arrive. alors allons-y. Côté sport, comment est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce que tu as fait comme sport? Comment t'es Ah, tombé là-dedans? Raconte-nous ça. alors, je suis quasiment né dans le sport. J'ai mes parents qui m'ont inscrit quand j'avais 5 ans au karaté. J'ai commencé par le karaté. Et j'ai fait du karaté pendant 16 ans. J'ai fait 16 ans de karaté, mais au bout d'une dizaine d'années de karaté, je me suis spécialisé dans le karaté combat.
donc que du combat. Je faisais plus du tout de technique, comme on peut voir les arts martiaux, les kata et tout ça. J'ai fait que du combat. J'ai eu la chance d'avoir des clubs qui se spécialisaient que là-dedans sur le secteur de Mantes-la-Jolie. Je me suis entraîné avec des gars qui étaient champions de France et tout ça. Je suis monté en niveau. Et comme je te le dis, je sais pas faire les choses à moitié. Donc ça a été jusqu'à mes 20 ans à peu près. Et sur mes dernières années de karaté, je m'entraînais tous les soirs. Donc j'allais tous les soirs à l'entraînement, j'avais 3 clubs. Donc je tournais sur 3 clubs. Je faisais régime toutes les semaines parce que je combattais quasiment tous les week-ends. Et tous les week-ends, je me déplaçais. Donc j'ai fait des championnats de France, des coupes de France, j'ai fait des championnats d'Europe, j'ai fait une coupe du monde. Je me suis déplacé dans d'autres pays. Je me suis entraîné avec l'équipe de France, avec des stages, avec divers stages. J'ai côtoyé les meilleurs, j'ai fait des résultats, de très bons résultats. Et puis voilà. Donc le karaté m'avait déjà apporté une certaine rigueur dans les entraînements parce que c'était une discipline. Je suis rentré au karaté en 95. En 95, on avait encore des règles qui étaient, que moi je trouvais ça extraordinaire. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais on avait un vrai prof de karaté qui te disait, qui contrôlait tout. Tu faisais le moindre pas de travers, le moindre geste de travers, tu faisais des pompes, tu faisais des abdominaux, tu restais en gainage, mais t'avais 10 ans. Qu'à 10 ans, on t'apprenait déjà à rester en gainage, à faire des pompes, à aller courir, à aller, voilà. Donc j'ai trouvé ça génial et je suis sûr que ça m'a aidé pour la suite de ma carrière en sport, quoi. Et tu dis que ça a changé, que ça c'est devenu. Aujourd'hui, je connais encore le milieu, je côtoie encore le milieu. Il y a encore des profs qui sont en place, mais tu sais comment c'est. On est en 2023, on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère d'internet. Je te parle de l'époque. Je suis pas vieux, hein, j'ai 32 ans, mais à l'époque en 95 jusqu'en 2000. 2005, Internet, les réseaux sociaux, à l'époque, c'était les gars qui avaient Internet chez eux, comme nous, c'était des modems et tu avais 20 minutes par jour d'Internet et encore, tu cliquais, t'attendais 5 minutes. Tu vois, on n'avait pas accès encore à tout ça, c'était pas... Donc, même s'il y avait des gestes qui étaient un peu, voilà, c'était un peu dur ou quoi que ce soit, les gens avaient moins à aller se plaindre sur la toile, sur les réseaux, les choses comme ça, aller dire, ouais, allez pas dans cette salle de sport, lui, il fait ça, ou fait ça. Des choses qui seraient détournées, amplifiées par des gens qui auraient des idées un peu négatives, quoi. Donc je suis persuadé et je le sais que les entraînements il y a 20 ans n'étaient pas les mêmes que les entraînements qu'il y a aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui le niveau il est encore plus fort. C'est juste qu'ils ont changé leur méthode d'entraînement, c'est tout. Mais moi j'ai apprécié cet entraînement à l'ancienne avec des difficultés, de vraies difficultés, quoi. J'ai fait des stages d'entraînement avec l'équipe de France quand j'étais jeune à Les Riposes, sur une base de loisirs. Les mecs, ils te réveillaient en pleine nuit. T'as le tour du lac, je crois qu'ils faisaient 10 ou 12 kilomètres. Ils te réveillaient en pleine nuit. C'était basket. Tu partais faire le tour du lac. Tu finissais le tour du lac. Tu prenais une collation. Tu repartais à l'entraînement. Tu mettais dans le kimono. Tu t'entraînais pendant 2 heures. Enfin, on a fait des vraies sessions, quoi. Des trucs, là, j'ai dit, ouais, ok, ça, c'est sympa, ça. À la dure, quoi. Ouais, c'était sympa. C'était cool. Franchement, des très bons souvenirs. C'est vrai que c'est quelque chose qui change, hein. C'est la société qui change avec toute cette médiatisation qui est devenue facile et instantanée. Et puis, alors après, moi, je suis toujours un peu, tu vois, un peu. En fait, toute génération a dit c'était mieux avant. Tu vois, il y a eu toujours ce discours-là, quoi. Tu demandes, quand je suis arrivé, par exemple, chez les pompiers en 2007, j'entendais déjà ce discours du c'était mieux avant. Et maintenant, ceux qui ont 3-4 ans de service vont dire c'était mieux avant, mais c'était mieux avant quoi? Enfin, et en fait, la société change. Et puis, mais c'est vrai que tu as ces pratiques qui évoluent. À voir, hein, sur le temps, qu'est-ce que ça donnera. Et du coup, alors, le karaté, t'as décidé donc d'arrêter. Ouais, pour des t'as changé de micro. Non, c'est bon, tu m'entends là? Ouais, t'as changé de micro. Ça va mieux ou pas? Non, c'est pareil. D'accord. Non, alors c'est simple, hein, j'ai pas décidé d'arrêter, c'est juste que à 20 ans, j'ai décidé de rentrer chez les pompiers. Et 20 ans, t'es en études, pompier, travail, vie perso. Il y a un moment, tu t'es obligé de. Et puis on n'a qu'une seule vie. Et il fallait que je voie autre chose. Quand tu t'entraînes tous les soirs, j'ai fait 16 ans de karaté.
J'avais fait le tour. Il fallait que je voie autre chose. Je pouvais pas rester là, quoi. Donc j'ai décidé du jour au lendemain de quasiment arrêter. J'ai commencé à m'entraîner pour rentrer chez les pompiers. Je suis rentré pompier volontaire et puis je me suis mis à fond. Je me suis mis à fond là-dedans et puis la course à pied, avait déjà fait son apparition quelques années avant. Donc parce que j'ai une relation avec la course à pied qui dure depuis pas mal d'années. Donc du coup, je me suis plus orienté sur la course à pied et puis l'entretien, quoi. Tu vois, c'est marrant parce que j'ai fait du karaté aussi pendant ma toute petite enfance. C'est le tout premier sport que j'ai fait en club, je crois. Ça a duré 1 an. Mon père voulait que j'aille faire un sport de combat. J'ai trouvé ça génial dans le principe, mais j'ai jamais eu la discipline quand j'étais petit parce que tu sais, t'as toujours l'image du karatéka qui va péter des briques. Tu sais, Non, je te rassure pas, j'ai pas fait ça. quand t'es gamin, t'as cette image-là, et au final, c'est un sport qui est vraiment, c'est un peu, il y a un côté ingrat, tu sais, de répétition des mouvements, C'est ça. c'est Ouais, c'est du ça. renforcement, de la C'est très patience. répétitif, ouais. 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 Et toi, qu'est-ce qui t'a passionné pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui a fait que toi, t'es arrivé à un haut niveau? Qui fait que t'as eu cette discipline au-delà du côté les profs qui avaient ces méthodes un peu à la dure? Je pense qu'il y a alors tu vas voir ça se ressent après dans ce que j'ai fait derrière, mais il y a un côté de moi qui fait que, et je pense que ceux qui vont écouter ça et qui me connaissent, ils vont rigoler parce qu'ils vont comprendre. Je sais pas faire les choses à moitié. Je ne sais pas, c'est pas possible. Si je fais un truc, si je me mets dans quelque chose, c'est soit je me mets à 100% dedans et je vois ce que ça donne, si ça marche, ou je le fais pas, tu vois. Je peux pas, je déteste faire les choses à moitié. C'est soit je le fais à fond. Donc là, il fallait que je le fasse à fond. Donc, quand j'ai vu que ça commençait, que les combats, qu'on commençait à aller au championnat de France, que je commençais à fréquenter des gars qui étaient en équipe de France, que nous, à Mantes, là où je m'entraînais, il y avait du très haut niveau. J'ai dit non, là, il faut que je me donne à fond. Donc, c'était les entraînements tous les soirs, c'était la pesée, c'était respecter le poids, c'était les régimes, c'était tout, quoi. Hmm. Mais tu dirais que ça fait partie de ton éducation, parce que enfin, c'est toujours un sujet, ça. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont comme ça et pas d'autres? Ou tu dirais que tu sais pas trop, en fait. Je sais pas, j'ai grandi avec des parents qui étaient entrepreneurs. Ma mère travaillait à Paris, mon père avait sa société. On a eu avec mon grand frère, on a eu une très très bonne éducation. Après, de là à dire qu'on a eu une éducation qui est poussée sur donne-toi à fond, parce que mon frère est un peu pareil. S'il fait quelque chose, tu vas voir, mon frère a fait de l'ultra, il a fait des ultras de 180 km et tout. Enfin, on fait, on sait pas faire les choses à moitié. C'est juste, soit on le fait, on se donne, soit on le fait pas, quoi, tu vois. Je peux pas, je sais pas. C'est comme ça, c'est ancré en nous, je pense. C'est ancré en nous. Et alors, du coup, transition vers la course à pied. Tu disais que ça faisait déjà un petit peu partie de ta vie. Ouais, c'est une sacrée histoire, ouais, c'est une sacrée histoire. Alors, d'autant plus, c'est une sacrée histoire sur, en fait, j'ai un relationnel avec la longue distance, enfin, avec la distance de plus de 40 km, on va dire, pour parler de longue distance, on va dire qu'on parle plus qu'un marathon, qui date depuis très très longtemps, parce que quand j'étais gamin, euh, j'ai une histoire qui est vraiment anecdotique. Ma mère me réveillait une fois par an, alors c'était le dernier week-end du mois de janvier, et elle me réveillait le matin à 8 heures. Alors j'étais gamin, hein, j'avais 6, 7, 8 ans. Elle me portait, elle me mettait sur le plan de travail de la cuisine. Je me mettais à la vitre et là, t'avais 1000 personnes qui passaient avec des frontales le dimanche matin. Je disais à ma mère, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? C'est incroyable. Il est dimanche, il est 8 heures. Et ma mère, elle me dit, ils arrivent de Paris. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, c'est une marche. Ça s'appelle le Paris-Mantes. Ça fait 50, 55 km. Je dis, ok, 55 km. Je dis, mais attends. Alors moi, j'entendais des courses à pied, des trucs comme ça, des 10, d'accord, mais même jusqu'au marathon. Encore, t'es gamin, tu assimiles pas trop. Et puis toi, quand t'es gamin, une distance comme ça, ça te paraît être ça te paraît être le bout de la terre, quoi. Déjà, on te dit, les gens, ils arrivent de Paris. Tu dis, bah, ok, d'accord, t'arrives de Paris, bah, prends ta voiture, tu vas avoir moins mal. Tu dis, c'est pas possible. Et ça a duré des années. Et pendant des années, du coup, c'est même moi qui réclamais, qui disais à ma mère, ouais, c'est quand le Paris-Mantes? Ah, c'est ce week-end-là. Bah, tu me réveilles, hein. Faut que je sois à 8 heures à la fenêtre, 8 heures, 8, 9 heures, c'est là où on voyait le plus de monde passer, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et à l'âge donc moi je courais avec le karaté, je courais un petit peu et tout. Et à l'âge de 16 ans, je crois que c'est vers 16 ans, 16 ou 17 ans,
je rencontre quelqu'un qui fait le pareil-monte, qui fait de la marche. Puis je lui dis, emmène-moi. Je me rends pas compte. Je dis, emmène-moi. Depuis que je suis gamin, je vois les gens passer devant chez moi. Je dis, emmène-moi. Je dis, moi, je veux, parce que ma mère, elle ouvrait toujours la fenêtre et elle faisait coucou aux gens qui passaient. Et je dis, moi, je veux passer. Et je veux que ma mère, elle me fasse coucou quand je passe, tu vois. C'était un délire, quoi. Donc, du coup, il me dit, OK, on prend le bus, on part de Mantes, on va à Paris. Déjà, je vois toute la route en bus. Je dis, c'est pas possible. Je vais pas faire tout ça à pied. Et on part de Paris et je pars, mais alors je te dis ça, hein, c'était en 2000. Tu m'entends là? Ouais, je te laisse dérouler. Vas-y. Et on part de Paris et je te parle de ça, c'était en 2006 ou 2007. Aucune notion de la longue distance. Je pars de Paris, véridique. J'avais un jogging Sergio Tacchini à l'ancienne. Là. J'avais des Air Max avec des bulles en dessous là. J'avais un sweat, un blouson et j'avais un sac à dos Eastpak de l'école. Avec une bouteille d'eau dedans. Et je pars comme ça, avec ma frontale. Mais vraiment, le gars qui débarque, quoi. Genre, forcément, il y avait des gars qui c'était vraiment de la marche, tu vois. Bon, t'as toujours un peloton de tête, environ 200, 300 personnes qui courent, qui partent devant. Voilà. C'est reconnu comme une marche, mais vu qu'il y a des ravitaillements et tout, t'as toujours des gars qui viennent pour s'entraîner, vu que c'est balisé et tout, ils partent devant, tu vois. Et est-ce que t'avais le jogging dans les chaussettes? Non, je l'ai pas fait. Honnêtement, je l'ai pas fait. Ça m'a tâté, mais j'ai dit non, on va pas aller jusque-là. Bon, ça va alors, ça va. Et donc, du coup, je pars et j'arrive, mais en catastrophe devant chez ma mère. Les pieds, les bulles d'air sur les Nike, elles avaient explosé. Je transpire et j'en pouvais plus. On me portait limite. Et ma mère à la fenêtre, limite les larmes aux yeux à me voir passer dans cet état-là. Elle me dit, ça va et tout. Je dis, ouais. Il faut savoir que quand on passe devant chez mes parents, il nous reste environ 5 kilomètres. Donc j'ai été jusqu'au bout, j'ai mis 9 heures, je crois, pour faire les 55 km, quoi. Alors, tu vois, un truc incroyable. Et l'année d'après, je recommence. Je dis, bah, j'y retourne. Je sais pas pourquoi. Donc j'avais couru pendant l'année et tout. Et ça, là, il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pendant 3 ans, j'y retourne. Donc je m'équipe un petit peu mieux. Je grappille une demi-heure. Allez, jusqu'à mes 20 ans. Et un jour, je me rappellerai toujours. Et ma mère qui m'écoute, elle va rigoler parce qu'elle s'en rappelait. Un jour, je dis à ma mère, j'ai dit, écoute, j'arrêterai de faire le pareil-monte le jour où je passerai le premier devant la maison. Elle me dit, mais attends, il y a les coureurs et tout, des mecs qui préparaient le marathon des sables, t'as des mecs. Elle me dit, c'est pas possible. Je te jure, j'arrêterai le jour où je passerai le premier. Et donc, du coup, là, par contre, j'ai commencé à embrayer. J'ai fait un premier, en parallèle, j'ai fait un premier trail, j'ai fait les Templiers, que tu connais bien. J'ai fait les Templiers, les 73 km, je crois, à l'époque. Donc, du coup, grâce aux pompiers, j'avais commencé à enquiller une grosse préparation. Et là, j'ai dit, il faut que je tape dedans, quoi. Comme j'avais arrêté le karaté, j'ai dit, non, là, il faut que je tape dedans. Moi, quand je suis un homme de défi, si je dis un truc, il faut que j'aille au bout des choses, quoi. Et il se passe 1 an, je crois. Je le fais pas, le pareil-monte. Je me reprépare pendant 1 an et je le fais. Et véridique, hein. Allez, 5 minutes avant de passer devant chez ma mère, je prends mon téléphone, j'appelle ma mère, et je dis, je vais passer devant la maison. Elle me dit, attends. Elle me dit, t'as vu l'heure qu'il est, là? Elle me dit, il est 4h15 du matin. Je dis, je vais passer devant la maison. Je dis, j'arrive, là. Dans 5 minutes, je passe devant la maison. Et je suis passé le premier devant chez mes parents. Ma mère qui était à la fenêtre, 4h15 du matin, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout? Je dis, ça y est, j'ai réussi. Je vais plus le faire. Ça y est, fini. Je fais plus le pareil-monte. J'ai réussi. Je suis passé le premier. Et je suis arrivé à Mantes. J'ai fait les 5 km. Je suis arrivé à Mantes. Fermé. Le sas d'arrivée était fermé. Parce que vu que c'est une marche, officiellement, c'est une marche. On n'est que 200, 300 coureurs. Les gars, ils sont un peu bloqués là-dessus et ils ouvrent pas avant 5 heures. Donc, je suis arrivé avant 5 heures à Mantes. Je vois de la lumière. Je tape à la porte. Le mec, un des organisateurs ouvre la porte et il me dit, oui, c'est pourquoi? Je dis, bah, j'arrive de Paris. Il dit, non, mais on n'ouvre pas avant 5 heures. Parce qu'il était 5 heures moins le quart, un truc comme ça. Et j'habitais à l'époque, à 6 km à peu près de l'arrivée bon, je dis, c'est pas grave. J'ai remis mes écouteurs et puis je suis reparti en courant. Je suis rentré chez moi en courant, quoi. Mais j'étais passé le premier devant chez mes parents. Donc, j'ai plus jamais refait le pareil-monte après derrière. Et puis, c'est là que ça a un peu commencé mes longues distances. Après, je dis, bon, écoute, je suis capable de faire ça. On va commencer à s'amuser un peu avec cette distance-là, quoi. Elle est excellente, cette histoire. Et ça a pris combien de temps entre le moment où tu avais ton survêt Sergio Tac et là où j'étais équipé en camelback et tout ça, là, frontal, et ça a pris
Après, tu sais, j'étais jeune, ça s'est joué entre 16 et 21 ans. Donc, ouais, ça m'a pris 5 ans, quoi. Entre la première fois où j'ai mis 8h30, 9h, je crois que j'avais mis à avoir les pieds en sang et tout, jusqu'à passer à 4h15 devant chez ma mère. Et puis, ouais, ça m'a bien pris 4-5 ans, ouais, 5 ans. Alors tu vois, j'ai reçu Loïc Blanchard sur le podcast qui lui vient du judo hein, et qui aussi a fait de belles courses. On voit hein, que les sports de combat, de position comme ça permet aussi de progresser. Qu'est-ce que tu dirais toi que le karaté t'a permis d'apprendre et t'a permis de devenir bon finalement en course à pied au-delà de la discipline comme tu l'as dit au début? Je pense que, je pense que le karaté m'a apporté deux choses. Si je me trompe pas, et en juger aux personnes que j'ai côtoyées dans ce milieu-là aussi, je pense que le karaté m'a apporté deux choses. Il m'a apporté un aspect mental, c'est-à-dire qu'il m'a développé des capacités mentales qui étaient vraiment intéressantes, vraiment un potentiel. Je pense que ça y a joué beaucoup. Parce que les entraînements, ils étaient vraiment durs, les peser, à se taper dessus à chaque entraînement, à se mettre des coups de poing, des coups de pied. Enfin, il y a un moment, tu es obligé de déconnecter un minimum, quoi. Sinon, tu vois. Donc ça, je pense qu'il y a eu. Et puis. Donc tu dirais que tu as une résistance à la douleur qui est importante. Je pense que effectivement, tu vois, ça a apporté une résistance déjà à la douleur, qui était ou une association, je dirais, à la douleur, parce que la douleur, on la ressent tous, tu vois, mais une association psychique de la douleur qui était peut-être un petit peu différente. Donc du coup, ce qui fait que quand j'ai commencé à avoir mal, même en course à pied, bah, je me suis dit ouais, j'ai mal, mais j'ai déjà eu pire quand même, tu vois. Je me suis cassé les pouces, j'ai eu des ouvertures de partout, enfin j'ai pris des KO techniques. Enfin, j'ai déjà eu plus mal. Je vais pas m'arrêter parce que là j'ai une petite douleur à la jambe qui me dit ouais, t'as des petites courbatures, quoi. Tu vois, tu vas pas t'arrêter pour ça. Donc je pense que ça, tu vois, ça y a joué. Et le deuxième point, c'est le côté hyper carré à l'époque des entraînements. T'arrivais, c'était les échauffements, les machins, enfin tu faisais ta série d'échauffements, tu faisais tes étirements, tu faisais tes combats, tout était carré. Donc quand je me suis mis à préparer la course à pied, à l'époque, du coup, je préparais en parallèle les Templiers et le fait de passer le premier devant chez mes parents, qui est un défi à la con, que j'ai un défi personnel, mais un défi que j'ai réussi, et passer le premier devant chez mes parents. Et à cette époque-là, du coup, je faisais des séances de prépa pour monter. Tu sais, il y a un reportage de Mathieu Blanchard qui est hyper intéressant où il parle de la courbe d'évolution, d'une courbe d'évolution, parce qu'on connaît tous Mathieu Blanchard qui a une courbe d'évolution incroyable, qui a évolué sur très peu de temps et qui est arrivé au sommet. Et parce qu'il a mis tous les facteurs en place. Et bah, à cette époque-là, qui, moi, voulait avoir un résultat, j'ai dit, j'ai plus de temps à perdre, il va falloir que je tape dedans. Donc, c'était tous les jours, je faisais des séances je faisais le hamster, en fait, parce que chez moi, les côtes, elles dépassent pas 150 mètres, 200 mètres. Je faisais le hamster. Je me suis même vu faire des séances. Alors, il y en a qui font saigner des oreilles, mais je me suis vu faire des séances avec des gilets lestés. Les gilets lestés, je me rajoutais 10 kilos, puis je faisais 1 heure de séance de côte avec les gilets lestés. Après, j'allais courir. Enfin, je m'arrêtais pas. Il fallait que je progresse. Il fallait que le niveau, il monte pour que je puisse performer, quoi. Puis, pourquoi? L'envie, j'ai du mal à prendre le début d'une course et me dire que j'ai pas fait le taf avant, tu vois. Alors oui, tu vois, j'ai mon taf, j'ai les pompiers et tout, mais même aujourd'hui, il faut que je me donne le maximum de le temps libre que j'ai ou tout ce que je peux mettre en place pour le faire. Je vois pas pourquoi je le ferais pas, tu vois. Et donc il faut que je mette tout en place pour que quand j'arrive au départ d'une course, je sois prêt, tu vois. Et à l'époque, les Templiers, moi, je voyais ça. Moi, j'ai des potes de la caserne qui l'avaient déjà couru. Je voyais les vidéos sur Internet. Je dis, je vais aller faire ça. Moi, je vais aller grimper là-haut les Templiers, le côté technique. En plus, les descentes aux Templiers, c'est l'enfer. Je dis, je vais aller faire ça. Maintenant, Templiers, la première année, j'ai mis 13 heures, je crois, pour le faire. Donc, tu vois, enfin, c'était pas, je finis en milieu de peloton, j'étais pas, voilà, mais il fallait que je rattrape un truc, quoi. J'ai pas commencé par des trails de 10 km ou de 15 km ou de 20 km en course, quoi. J'étais directement faire les Templiers, donc je voulais être sûr de terminer. Donc voilà, j'avais mis tout en place, quoi. Est-ce que quand tu ne t'entraînes pas ou que tu fais pas ce que tu devrais faire pour optimiser ta préparation, tu as l'impression de perdre du temps? Ouais. Ouais, il y a des fois tu te dis que tu pourrais en faire plus, et puis ouais,
Perdre du temps, je sais pas, parce que il faut quand même penser des fois un peu au repos et puis à la récupération, mais on arrive tellement à des stades là, comme là je suis à l'heure actuelle là en ce moment là, où tu fais 150 km par semaine en courant, tu l'as pas le temps. Quand tu as deux métiers, tu l'as pas le temps. C'est le temps qui te reste. Je m'accorde du temps pour passer du temps avec ma femme et avoir une ou deux activités à côté. Et puis après, le temps, c'est du repos, quoi. J'ai la chance, vraiment la chance extrême d'avoir une femme qui est conciliante, quoi. Et qui me suit. Elle fait du sport aussi? Elle en fait énormément, ouais. Oh, elle en fait beaucoup et je vais te raconter une anecdote après on y reviendra, mais sur la course que j'ai fait, là, de laquelle je reviens de ton beau pays de Bretagne. Donc on en parlera après parce que j'ai une belle anecdote sur elle, justement, pendant cette course-là. Ah, ça aide hein, quand dans le couple il y a une cohésion, une entente sur le sujet, mais des fois c'est pas un sujet qui est simple aussi parce que quand on a un qui court, l'autre peut des fois garder les enfants qui restent à la maison et voilà. Et quand t'as les deux qui courent, ça se bagarre pour pouvoir aller faire son entraînement. Donc des fois on a l'impression qu'on aimerait avoir quelqu'un qui fait le même sport que soi, mais c'est d'autres problèmes en fait. Ah, t'as une belle charrette pour emmener tes enfants, j'ai vu pour les emmener courir. T'as la solution, moi quoi. j'ai la chance de. Nous on trouve des solutions. Ouais. Mon fils à vélo, ma fille est dans la petite charrette. Bon, tu peux pas aller faire du trail, hein, la pauvre, sinon elle se transformerait en bébé secoué. Mais, Ouais. mais c'est vrai quand on fait des petits footings, on va en famille et c'est chouette. Même si bon à Quimper, là où j'habite, en partant de la maison, c'est pas ultra simple. T'es obligé de t'arrêter au feu, c'est chiant. Ah ouais, ça c'est galère. Mais bon, on trouve des solutions, on s'adapte. On fait pas de l'optimisation de l'entraînement, mais ça nous fait une belle balade en famille, c'est clair. Ok, donc du coup, Mantes-la-Jolie, Paris, ça c'est check, fini. Ça c'est réglé, ça c'est au placard et donc du coup, après derrière, tu commences à envisager d'autres objectifs. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les premières années, donc j'ai des trails, j'en ai fait pas mal, mais je commençais déjà à 20 ans, 21 ans à me fixer des objectifs qui étaient hors course. Et c'était assez rigolo parce que j'ai plusieurs anecdotes, mais je vais t'en citer qu'une. Par exemple, j'ai une amie que j'ai depuis que je suis né, hein, ça fait 32 ans qu'on est amis, on est comme ma sœur, et comme d'habitude, je lance une blague et je m'y tiens, tu vois. Donc je lui dis, peu importe où tu déménageras, je viendrai toujours en courant, parce que quand j'étais gamin, j'allais chez elle toujours en vélo ou à pied. Et du coup, elle a déménagé la première fois, elle était juste à côté de chez moi, donc ça allait. Et un jour, elle me dit, bon, j'ai acheté un appartement. Elle me dit, ouais, elle a acheté un appartement. Je dis, ah ouais. Donc elle avait acheté un appartement à peu près 40 km de chez moi, quoi. Je dis, ok, d'accord. Et je lui fais la blague. Un jour, je lui dis, bah écoute, je vais venir manger ce soir. Bon, j'avais pareil, 20 ans, 21 ans, je commençais la longue distance. Je dis, je vais venir manger ce soir. Elle me dit, ok, d'accord, 20h, je sais plus, 20h, 21h. Ma femme était pas là, travaillait, je crois, j'étais tout seul. Et je suis parti à 16h de chez moi et j'y étais en courant. Donc j'ai frappé à sa porte et elle m'a vu, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, t'es venu en courant? Je dis, je te l'avais dit, peu importe où tu irais, je viendrai en courant. Je me dis, par contre, meuf, quand même, déménage pas en Europe ou autre part, parce que ça va falloir que je pose 6 mois de congé pour revenir, mais je serais capable de le faire, quoi, tu vois. Donc, attention, pour l'instant, ça reste dans mais tu vois, c'est des défis comme ça qui ont fait après, derrière, que je me suis dit, bon, allez, on va commencer à goûter un peu à la vraie longue distance, aller se tester en course et puis voir ce qu'on peut donner. Donc, c'est là qu'après, je suis parti, j'ai fait le trail de la Côte d'Opale, j'ai fait à l'époque le 90 du Mont Blanc, avec 6600 de dénivelé. Donc là, c'était cette course-là m'a beaucoup appris. C'est là où j'ai vraiment embrayé le pas. C'est grâce à la course au Mont Blanc, quoi. Parce que j'ai dit bon, là il va falloir bosser, redoubler d'efforts parce qu'en fait, entre s'entraîner à Mantes-la-Jolie dans le 78 et puis aller affronter les montagnes du Mont Blanc, j'ai dit ouais, il y a un gap là. Alors justement, ça me fait rebondir sur une question sur le podcast. Maintenant, vous commencez à le savoir, chers auditeurs, j'ai un partenaire cette année sur 2023 qui est NAC. Et NAC d'ailleurs, ce que je vous recommande d'utiliser, c'est leur mélange pour boissons. Ils ont un truc là qui est vraiment fabuleux. C'est que vous pouvez, surtout pour ceux qui ont des problèmes digestifs, vous pouvez boire avec tous les nutriments qui vont être nécessaires pour pouvoir continuer votre aventure. Du moins, moi, j'ai réduit le nombre de choses que je mange depuis que j'utilise ce mélange pour boissons. Donc, je vous invite à aller checker ça et vous avez 15% avec le code Planet Try si vous voulez aller découvrir leurs produits. Je vous mets un lien dans la description. Et NAC a une question à chaque fois sur le podcast. Et là,
La question pour toi, Florian, c'est comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu t'y prends pour préparer tes trails en montagne avec du dénivelé et notamment le dénivelé négatif, ce qui est souvent un peu compliqué, alors que tu nous as dit que tu habitais en plaine, alors au-delà des séances lestées avec ces allers-retours en côte comme tu as pu faire, comment est-ce que tu t'y prends pour préparer tes trails en montagne? Bah, là où mes parents habitaient, là, on est dans une petite campagne et on est quand même dans un endroit qui est relativement vallonné. Tu peux prendre sur certains endroits. C'est une zone d'entraînement, hein. C'est devenu, depuis que le trail c'est démocratisé, c'est devenu réellement, tu vas le week-end, c'est une zone d'entraînement. Il y a des gars qui viennent de loin dans le département pour venir s'entraîner là. Et il y a des endroits, tu peux prendre des pics, mais tu peux même des pentes, tu peux même pas les monter en courant, c'est impossible. Tu dois forcer. S'il pleut, c'est mort, tu les montes même pas. Et par temps sec, et là tu prends tout de suite 150 mètres. Bah, c'est simple, hein, c'est des côtes qui s'enchaînent. Il y en a à peu près 4 ou 5 d'affilée. Bah, tu montes la première, tu descends la deuxième, tu montes la troisième, tu redescends la quatrième, cinquième, tu reviens. Et puis tu fais ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à cumuler du dénivelé, quoi. Mais en forêt. Je suis en forêt, je suis dans les chemins. J'essaye au maximum de me couper quand même de la route. Je déteste. Il y a quelque chose que je déteste, que j'aime pas. Vraiment, c'est comme moi j'appelle ça comme ça, mais la course publique, ça veut dire que tu me verras pas courir en bord de Seine un samedi après-midi ou un samedi à 10 heures ou un dimanche à 10 heures quand il y a 100 000 personnes qui courent. Je fais pas ça. J'y arrive pas. Il faut que je sois dans ma bulle, il faut que je me renferme, donc mes horaires d'entraînement, c'est pour ça que mes entraînements ils sont particuliers, parce que moi je pars de chez moi le matin à 5h30, 5h30, 6h moins le quart du matin à la frontale. Je traverse les champs et puis je fais 11 bornes le matin pour venir travailler. Et le soir, comme ce soir là, tu vois, ce soir j'ai une grosse séance parce que comme tu as dit, j'ai des objectifs qui arrivent. Ce soir, j'ai une grosse séance d'environ une trentaine de bornes avec pas mal de dénivelé. Mais ce soir, je vais partir, il va être 19h. Je vais partir à la frontale, puis je vais partir dans les champs derrière. Il y a personne qui va me voir. Je vais traverser les champs, je vais aller m'enfermer dans la forêt, puis je vais aller faire mes 30 bornes de montée. Je vais aller faire des côtes, et puis après, je vais rentrer chez moi à travers les champs. Il y a personne qui me verra, quoi, tu vois. Donc, ça te fait aussi travailler cet aspect solitude, introspection, ce côté aussi discipline, encore une fois, hein, d'aller le matin tôt, d'aller tard le soir. Ouais, c'est le matin, surtout le matin. On en discutait avec un ami avec qui je cours et qui a un très très bon niveau, qui fait des podiums dans le coin et tout ça, qui a vraiment. Et lui, il est comme moi, il travaille avec ma femme et lui, il va au travail en vélo, en courant le matin, et on en parle, c'est un sujet. On dit, attends, mais parce que lui, il voit à quelle heure je pars le matin. Il me disait la dernière fois, il me dit, mais toi, tu pars vraiment tôt. Je dis, c'est simple. Je dis, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je progresse, j'ai mis une règle d'or en base, de base. J'ai dit que je parte de chez moi, parce que ça arrive, hein, que je parte de chez moi, en voiture, en moto, en courant ou en vélo, peu importe comment je vais au travail le matin, je mets toujours le réveil à la même heure. Donc ça veut dire, de temps en temps, j'y vais en voiture. C'est-à-dire que même quand j'y vais en voiture, mon réveil va sonner à la même heure que quand je pars en courant. Je le modifie jamais. Comme ça, tu vois, j'ai habitué mon organisme. Donc maintenant, quand mon réveil il sonne le matin, même des fois je suis réveillé avant, mon réveil il sonne à 5h15 le matin, ben, je me lève, tu vois. Et que j'y aille en courant ou que j'y aille en voiture, pour moi c'est pareil. Et j'avais un ami avec qui je m'entraînais énormément, avec qui on a fait des ultras. Je me rappellerai toujours de ma vie de cette phrase-là. Il me disait, le pire, le matin, c'est de passer la porte d'entrée. Une fois que tu as passé la porte de chez toi, c'est terminé. Après, t'as plus qu'à courir. Le pire, c'est de te lever, de t'habiller, te dire mentalement, faut que j'aille courir, il est 5h30 du mat. Mais une fois que tout ça s'est passé, que t'as passé ta porte, t'as fermé ta porte à clé, après, c'est fini. T'es parti, tu cours, tout ça, c'est sorti de ta tête. Ouais, c'est pour ça que l'un des conseils fondamentaux que je donne souvent, c'est de limiter les frictions qu'il y a à ce moment qui est difficile du réveil, de préparer ses affaires, de s'équiper, d'ouvrir la porte. Enfin, tout doit être simple, fluide, les affaires doivent être prêtes. C'est ça. C'est ça. Tu vois, tout doit être prêt pour limiter ces frictions, et le moindre truc qui fait que ça met un petit grain de sable, ça peut faire exploser la machine. Donc ça, c'est un vrai conseil, ça, de limiter ces frictions. Après, je me laisse pas le choix aussi, tu vois. Ça veut dire que, par exemple, le lundi, je vais rentrer en courant le lundi soir. Si je rentre en courant, j'ai pas de transport en commun et j'ai pas le choix. Ça veut dire que le mardi matin, quoi qu'il arrive, je suis obligé d'y aller en courant.
J'ai pas le choix. J'ai pas de voiture. J'ai chez moi, il y a pas de voiture, il y a pas de moto, il y a pas de vélo. Tout est à ma société. Donc j'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je rentre le lundi en courant, je me laisse même pas le choix le lendemain de venir autrement. Tu vois. Donc déjà rien que ça change. Tu vois. C'est ultra puissant ça, ce côté. J'ai pas le choix. Tu vois, quand à un moment avec ma femme, on a revendu notre fourgon aménagé et on en rachetait un autre, mais on avait pendant un mois en fait, on avait plus qu'un seul véhicule pour deux et ma femme doit le prendre parce qu'elle bosse à 20 minutes de route de chez nous. Et en fait, moi, je me retrouvais sans véhicule. Et en fait, tu te rends compte que la vie continue de tourner, que tu arrives à emmener tes enfants à l'école, que tu arrives à aller faire tes courses, que tu arrives à te déplacer, aller à droite, à gauche. En fait, tu trouves des solutions. Et le fait de ne pas avoir le choix, des fois, quand on a certains conforts, on se dit, je sais pas comment je ferais sans. Et quand tu l'as plus, en fait, tu te rends compte que la vie continue d'avancer Exactement. et qu'on trouve des solutions. Donc ouais, Surtout, ça aussi, c'est un bon conseil. Pas le choix. surtout à l'heure d'aujourd'hui où on peut facilement se laisser se laisser approcher par des solutions technologiques innovantes qui peuvent te faciliter la vie du matin où tu poses le pied au sol jusqu'au soir où tu te couches. Tu peux avoir une vie qui est limite robotisée entre tout ce que tu as à préparer le matin ou aller te déplacer, que ce soit en transport en commun, en patinette électrique ou en vélo électrique ou en tout ce que tu veux. Donc tu peux être vraiment assister du début à la fin. Alors, ne pas se laisser le choix comme ça, c'est le fait de revenir un peu en arrière et de se dire, écoute, voilà, il y a des centaines d'années en arrière, ils avaient pas le choix. Pourquoi aujourd'hui ça devrait être différent? Moi aussi j'ai envie de connaître ça, tu vois, de me dire j'ai pas le choix. Tu vois, c'est comme ça qu'on a l'impression de devenir un petit peu plus fort et plus résistant au monde actuel, quoi. C'est clair, et on n'a jamais eu autant d'équipements et de choses pour nous faire gagner du temps, et pourtant on a tous pas le temps. Ouais, exactement. Si tu veux bien, j'aimerais que tu nous racontes cette aventure sur l'Endurance Trail des Corsaires à Saint-Malo. C'était la première édition officielle qu'ils ont organisée. Alors il y en avait eu une l'année dernière qui était avec un comité plus réduit, je crois. Enfin, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. En plus, je connais bien les organisateurs de l'Endurance Trail des Corsaires parce qu'ils sont venus sur ma course, le Grand Raid du Finistère, et on a des similitudes Ils m'en ont parlé, d'organisation. Ouais. Ils m'en ont parlé, j'ai eu une discussion avec eux, ouais, justement. Eh ben allez, vas-y, raconte tout ça, comment ça s'est passé. Et ben en fait, l'histoire est assez sympa parce que à savoir que l'endurance trail des Corsaires, je l'ai découvert parce que mes parents sont jeunes retraités, ils sont partis vivre en Bretagne et ils habitent sur le parcours. Ils habitent pile poil quasiment à la moitié du parcours de l'endurance trail des Corsaires. Et je cherchais l'année dernière, je dis c'est pas possible, il doit bien y avoir des trails ou un ultra dans ce coin-là, un truc, et je tombe comme ça sur l'Endurance Trail des Corsaires, édition 0, je regarde, édition 0, donc je commence à lire, rechercher, et en fait, sur l'édition 0, ils avaient fait une boucle. Ils avaient fait une boucle sur la première édition, et ils parlaient du développement, et qu'en fait, leur objectif, c'était de faire Cap Frêle Saint-Malo par la côte, donc par le GR, et je dis, attends, Cap Frêle Saint-Malo, je regarde, je dis, attends, mes parents, ils habitent pile poil au milieu, quoi. Je dis, en plus, c'est un secteur que je connais assez, parce que j'y vais depuis que je suis gamin. Mon père est breton, enfin le GR, je le connais plutôt pas trop mal, quoi. Je dis mais attends, il faut, donc je commence à prendre contact avec eux. Je dis tu sais le truc banal. Je dis comment on fait pour s'inscrire? Et là le mec il me dit ils sont adorables. C'est une organisation de fou. Franchement, je leur tire mon chapeau. Il y a une super organisation. C'est un ultra qui fait 100 km, et je fais une parenthèse, un ultra de 100 km où tu payes l'inscription de 35 €. Alors tu me diras où t'as déjà vu ça, je sais pas. Et donc, du coup, je discutais avec eux, puis je dis, comment on fait pour s'inscrire? Je dis, moi, là, ce trail-là, il me le faut. C'est un 100 km, c'est génial. C'est un format que j'aime bien. Et le mec, il me dit, dès que les inscriptions vont ouvrir, on va t'envoyer un dossier. Tu vas remplir un dossier qui fait 2-3 pages, là. Et tu nous renvoies le dossier. Et après, je dis, ah ouais, c'est un tirage au sort. Il me dit, non, tu nous renvoies le dossier. Et après, on choisit. Ah, je dis, vous allez choisir. Il dit, ouais, parce qu'en fait, il y a que 100 coureurs sur la course. On n'en choisit que 100. Donc, sur un panel de toute la France de personnes qui se sont inscrites pour ça. On n'en choisit que 100. Et après, on t'enverra, si jamais t'as été pris, on t'enverra le dossier. Ouais, donc, du coup, j'ai... Attends, quitte pas une seconde. Ouais, excuse-moi.
Désolé. Et du coup, Pas de souci, je du coup, il y avait, du coup, je récupère le dossier, j'attends, je leur refais un mail et je reçois un mail et qui me dit, il me dit ouais, c'est bon, vous avez été, on te sélectionne pour faire la course. Alors, je veux dire, c'était l'euphorie là. J'ai appelé ma mère et tout parce que j'avais déjà chauffé le terrain, puis j'avais dit ouais, je leur avais expliqué le parcours et tout, et puis je trouvais ça incroyable quoi, un ultra de 100 km qui passe à cet endroit-là, finir à Saint-Malo, démarrer au Cap Fred. Pour ceux qui connaissent, le Cap Fred c'est quand même un lieu qui est magnifique. Tu passes par le Fort Lalatte qui est un château fort, et puis après tu longes toute la côte. Enfin c'était génial quoi. Donc l'inscription elle était validée, et donc du coup là on vient de faire l'édition 1 de l'Endurance Trail des Corsaires à 100 coureurs. On vient de la faire, donc c'est à savoir que c'est une course où il y a pas de balisage. Il t'envoie un tracé GPX, donc forcément faut que tu aies une montre qui soit adaptée, ou sinon il t'envoie un roadbook. T'as un vrai roadbook que tu peux emmener avec toi si jamais t'as pas de montre GPS pour suivre ton roadbook. Et puis bon, après longer la mer, ça va, tu t'en sors. Bon, il y a quelques endroits qui sont quand même plus compliqués que d'autres, mais sinon moi qui est une montre qui est une montre Garmin, j'arrive. Je te reprends tout de suite, juste une seconde. Une seconde. Ouais, je suis de retour. Désolé, j'avais un truc à ouvrir. Tu m'entends? Tu veux m'obliger à faire du montage, t'as pas Ah, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Vas-y, reprends. Ouais, donc du coup, non mais c'est bon. Du coup, ouais, donc on reçoit le dossier, donc édition 1, et le gars après, par contre, derrière, une fois que t'es inscrit à cette course-là, une fois que ton dossier il est validé, franchement, c'est hyper bien cadré, hein. Il t'envoie tout un roadbook, il t'envoie un descriptif, parce qu'en fait, ils ont limité à 100 personnes, parce que par rapport aux autorisations. Si tu veux, là, vu que c'est la première édition, c'est c'était un peu un format test. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, toi qui les connais aussi, peut-être que tu auras une discussion avec eux, puis ils te donneront d'autres choses, mais c'était un peu un format, voilà, première édition, on teste, on voit. Moi, du retour que lui m'en a fait quand j'ai discuté avec le directeur de course avant le départ, il m'a dit que ça serait jamais plus de 100 personnes. Bon, après, à voir si vraiment il a beaucoup de demandes, est-ce qu'il va pas développer ou pas. Mais voilà, lui, il tient. La raison, c'est que, en fait, au-delà de 100 personnes, tu es obligé de déclarer l'événement en préfecture. Tu es obligé d'avoir, du coup, tous les systèmes de secours que tu vas devoir mettre en place parce qu'on va te l'imposer. Et du coup, tu ne peux de fait pas mettre en place un dossard à 35 €, voire moins. Je crois qu'à un moment, ils voulaient même offrir le dossard gratuitement et mettre juste une petite caution pour qui te serait remboursée si tu vois à un moment ils avaient eu cette idée de mettre ça en place et de rembourser les coureurs s'ils venaient vraiment faire un petit truc genre un euro symbolique. Mais ça, si tu déclares l'événement, bah, c'est impossible à faire parce que tu as toutes les démarches administratives de sécurité et de mise en place qui te génèrent des coûts. Donc c'est plus possible de faire ça à si peu cher. Voilà. Ouais, je comprends. Et puis je comprends leur point de vue, mais malgré tout ça, l'organisation, franchement, elle est top. Donc sur cette course-là, c'est un 100 km. C'est de l'autonomie quasi complète parce que il y a que 2 points de ravitaillement, mais qui sont des points de ravitaillement où tu as uniquement de l'eau chaude et de l'eau froide. Voilà, c'est tout ce que tu as. Donc moi, j'avais la chance d'avoir ma famille qui était sur place, donc qui m'ont suivi. Et il y a, à partir du 60e kilomètre environ, tu peux être accompagné d'un pacer. Et ma femme qui fait pas mal de sport, elle court. Ça dépend des phases, mais elle court pas tout le temps. En ce moment, c'est pas une phase où elle court beaucoup. Elle fait plus de la salle, du renforcement, du fitness, tout. Mais elle fait quand même pas mal de sport. Et je lui dis, bah écoute,
tu pourras faire les 15 derniers kilomètres de la course avec moi si tu veux, si ça te dit, quoi. Donc elle me dit, ouais, ok, pas de souci, pas de problème. Donc je prends le départ de la course des 100 kilomètres. Le départ se passe super bien. Donc il y avait plein de personnes avec vraiment un super niveau, hein. Ils ont bien choisi les dossiers. Il y a vraiment, il y a deux gars avec qui je suis resté en contact, dont un qui est ambassadeur pour Oka. On prend le départ de la course, je garde la première place jusqu'au 40e kilomètre environ. Et parce que j'avais vraiment la forme, donc j'étais parti pas mal devant. Et puis au 40e kilomètre, j'ai un problème sous la plante du pied droit. C'est une connerie. J'ai mal géré les baskets et j'ai une très grosse ampoule qui s'est créée, qui a pété. Ça m'a fait une ampoule de sang, une cloque de sang sous le pied. Et la friction. Je pouvais plus avoir la foulée que j'avais, ça m'a fait un coup de mou et du coup j'ai dû lever le pied et j'ai perdu quelques places. Je finis l'ultra à la 6e place. Mais arrivé au 60e kilomètre, je vois ma femme en tenue et puis je dis elle me dit ouais, je veux venir avec toi un petit peu là, comme ça. Ah ouais, elle est venue avec moi à 60 kilomètres, puis elle était avec moi jusqu'à l'arrivée. Elle a fait 40 bornes. Au calme, comme ça. Ouais, au calme, ouais. Un mental, mais j'ai dit, ok, d'accord. Donc les 10 derniers kilomètres, j'étais 6e, il y avait personne derrière moi et personne devant, et puis j'avais des amis qui étaient là, qui m'accompagnaient aussi sur les derniers kilomètres, qui sont venus faire une dizaine de bornes avec moi. Et enfin, elle me dit non, je lâche pas. Elle me dit c'est pas possible. Elle était rentrée dans le jeu en fait. Tu sais, tu connais cette histoire d'ultra où tu visualises la ligne d'arrivée à la fin. Tu la visualises et tu l'imagines et tu n'attends plus que ça. Elle était rentrée dans ce truc-là. Elle me dit mais c'est incroyable en fait. La fin d'un ultra, ça te prend au trip quoi. Tu vois plus que la ligne d'arrivée quoi à la fin. Alors tu te rends compte que à écouter ce que tu viens de dire, il y a peut-être plein de coureurs du dimanche, des coureurs récréatifs qui se donnent ces genres d'objectifs et quand t'as dit ma femme fait pas trop de sport et boum, elle fait 40 bornes, on a perdu une partie des auditeurs là à cause de toi. À cause de ma femme. Bah bravo madame. Ah ouais, non, c'était une super expérience, c'était vraiment bien et ça allait dans la lignée de ce que je fais en ce moment. En fait, j'ai changé en fait l'année dernière, j'ai radicalement changé mes méthodes d'entraînement, que j'ai fait monter de 2 à 3 crans supérieurs et ce qui m'a permis de commencer à pouvoir toucher les pelotons de tête et même à faire des belles courses comme le 100 km de Millau en septembre qui a été juste une révélation pour moi, en termes de résultats. Et là, j'ai dit non, je peux plus lâcher. Maintenant, il faut que je tape dedans. Et c'est maintenant ou jamais si je veux aller chercher de vrais résultats. Et j'ai l'objectif et l'intention, je te le dis en direct, que tu entends parler de moi et j'y arriverai. Déjà, l'important, le point commun de toutes les personnes qui réussissent, c'est qu'ils y croient. Ouais. Donc déjà, j'ai une toute petite anecdote qui prend pas longtemps. C'est vraiment où le déclic a commencé par rapport à ça et depuis c'est pour ça que je lâche plus et que j'y crois dur comme fer et je vais y arriver. C'est que j'ai fait Millau. Millau c'est un 100 km sur route. C'est pas ma discipline. Moi je fais du trail, je préfère le trail, mais j'ai dit c'était un truc avec les pompiers. J'ai dit je vais aller tester. Au final je suis descendu tout seul avec mon accompagnateur en vélo parce que là-bas on peut être accompagné d'un gars en vélo et j'ai pris le départ de Millau. Et je me retrouve, donc le gars en vélo, il va se mettre au 7e kilomètre et il t'attend. Donc au 7e kilomètre, il faut que tu imagines que Millau, c'est à peu près 2000 participants. Et t'as des vélos sur toute la longueur. Je sais pas si tu l'as déjà fait, Millau, c'est joli, hein, c'est très très beau. Non, jamais, je suis jamais allé. Et t'as tous les vélos qui attendent, c'est juste un truc de fou. Et donc du coup, moi, j'attendais au SAS. Il y a un premier SAS et après tous les 2000 coureurs font 200 mètres à pied environ en marchant. On suit un cortège et on va se placer sur la ligne de départ. Et dans le premier SAS, je vais voir un directeur de course et je lui dis écoutez, est-ce qu'il y a possibilité que je parte devant sur la ligne de départ? Vraiment, je voulais partir devant. Et le gars me regarde et il me dit non, il me dit alors devant les 3 premières lignes, c'est les élites. Je dis ok, pas de souci, je me mets derrière. Donc on descend, on se met, donc il y avait les gars qui étaient placés devant, je me mets 3-4 lignes derrière, ils donnent le départ. Au bout de 5 minutes, je suis 3e. Voilà, je rattrape les élites et je me mets 3e place. Et je reste 3e du 100 km de Millau pendant 50 bornes.
C'est-à-dire que même sur la première boucle où tu passes le marathon, en fait, tu passes le 42 km, tu passes le marathon, je le finis en 2h50, je crois, ou un truc comme ça, 2h55. Je passe dans le sas du marathon, il y avait les tribunes et tout, et le mec criait mon nom au micro. Je dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Je dis, ok, d'accord. Du coup, là, tu vois, et là, je commence pendant 50 bornes, j'ai eu des motos qui m'ont suivi, j'ai eu des journalistes, il y a un juge arbitre qui arrivait, qui me filmait, qui regardait mon dossard, qui regardait si je trichais pas, si je montais pas sur le vélo et tout. Il y avait des drones. Je dis, mais attends, c'est un truc de fou ce que je vis. Et de ce déclic-là, donc après, j'ai eu un petit coup de moins bien, et je termine 15e de la course. Mais 15e sur 2000, je me suis dit, j'étais un imposteur à la base, j'ai pas de sponsor, j'ai rien. Je me suis dit, je finis en 8h47 les 100 km, il y a 1200 mètres de dénivelé. J'étais content de ma performance. Et j'ai dit là, il va falloir que je tape dedans, quoi. Je dis, je peux pas lâcher. Maintenant que je suis arrivé là. Et ça s'est enchaîné. Et ça s'est enchaîné parce que je suis revenu en caserne, je croise un gars, et le gars, il me dit, il me tape sur l'épaule, et il me sort une blague, et puis il me dit, si tu veux, en rigolant, dans 3 semaines, il y a Amiens. Je dis, Amiens, c'est quoi? Il me dit, c'est un 100 km sur route. Je dis, plus de route et tout. Il me dit, t'as la forme, va à Amiens. Je regarde Amiens, l'année d'avant, c'était les championnats de France du 100 km et tout, je vois la ligne de départ. Je dis, attends, on parle pas de la même chose. Et je vais à Amiens, 3 semaines après Millau. Je dis, allez, vas-y, je prends le départ, et puis on verra bien. Et puis Amiens, je fais 6e français au 100 km. Je dis, ok, d'accord. Je dis, vas-y, je lâche plus l'affaire. Je dis, maintenant, il faut que j'accroche, quoi. Donc du coup, Amiens, et sachant que Millau, je l'avais fait en 8h47, Amiens, je le finis en 8h. Tu vois, je fais à 12, je suis à 4,44 au kilomètre de moyenne sur les 100 km. Donc je dis, non, ça y est, maintenant, je lâche plus l'affaire, quoi. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? C'est ces résultats que tu as obtenus, ou déjà avant, tu avais cette conviction que tu avais ta place à jouer et que tu pouvais faire quelque chose en termes de classement et de performance? J'y ai cru j'y ai cru, et je pense que ça a été un premier déclic en 2018 quand j'ai fait sur un pari fou, j'ai fait l'Ironman de Nice. Il s'est passé une histoire de fou là-bas. Bref, j'avais couru pour une association que j'avais montée, j'avais récolté pas mal de fonds, que j'avais reversé la totalité des fonds à une association qui lutte contre des maladies rares. Et l'Ironman de Nice, moi je suis pas du tout un triathlète, je fais pas de vélo, je fais pas de natation et tout, et il s'est passé j'ai fait une remontada, comme on dit, à l'Ironman qui était incroyable. Et là, j'ai dit, attends, j'ai peut-être les capacités pour taper un peu dedans, parce que j'ai peut-être l'endurance. Donc maintenant, on va commencer à bosser sérieusement, puis voir ce que je peux aller chercher, quoi. Ça m'intrigue, moi, tout ça. Comment est-ce que tu arrives à passer d'un sport à l'autre comme ça? Parce que non, mais c'est incroyable, parce que tu vois, tu passes du karaté à la course à pied, au trail, à la route, à une course marche, mais tu cours. Enfin, tu vois. Mais puis, le pire, franchement, ça a été, je crois que dans ma carrière là de longue distance, le pire, ça a été la transition quand il a fallu que je m'entraîne pendant 1 an pour faire un Ironman. C'est parti d'un défi fou avec mon frère. Mon frère m'a dit, tu le feras pas. Il m'a dit, t'es pas capable de faire un Ironman. Je dis, écoute, d'une, je vais le faire. Mais de deux, je vais le faire. Je vais prendre le départ de l'Ironman. Et quand je vais prendre le départ de l'Ironman à Nice, j'aurai fait aucun triathlon. Ça veut dire que même dans ma prépa, je ferai pas une seule transition. Je ferai pas un triathlon d'entraînement. Je ferai pas un S, pas un M, pas un L. Le seul triathlon de ma vie que je ferai, ça sera l'Ironman. Il m'a dit, tu le feras pas. Je dis, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait, et j'ai fait les 4 km de nage en 1h26. Je sors de l'eau 2200 sur 2700. Je dis, ok, d'accord. Je monte sur le vélo. Donc 2200. Je monte sur le vélo. Je double 750 personnes pendant les 180 km. Je pose le vélo. J'attaque le marathon. Je redouble 350 personnes. Donc je passe à une d'arrivée en 12 heures de l'Ironman. Alors que je fais pas de triathlon. Moi, j'ai pris le départ du triathlon de l'Ironman avec un vélo acheté au Trocathlon, 200 balles, un truc de daube qui avait plus de 20 ans, une combinaison Between que tu vas au premier rayon que tu as à Decathlon, tu prends, j'avais un casque qui était trop grand pour moi, des lunettes, je voyais rien, et j'ai fait j'ai fait l'Ironman comme ça. Quand j'ai posé le vélo sur le rack de départ à l'Ironman, les mecs à côté de moi, ils étaient morts de rire. Ils ont vu mon vélo, ils m'ont vu partir avec ça, ils m'ont dit, attends, mais dans le col, quand on a grimpé le col à Nice, et que moi je faisais de l'ultra trail, et que j'ai appuyé sur les pédales, là j'en ai doublé un paquet. Alors les mecs, ils me voyaient doubler avec mon vélo tout pourri, les mecs ils regardaient même pas, ils disaient, non, c'est pas possible, on va pas se faire déposer par ça quand même.
C'était vraiment rigolo. Franchement, c'était rigolo. Pour ceux qui ont déjà vu un départ de triathlon et où c'est la course à l'équipement, C'est l'enfer. On parle du trail sport business, mais alors là, le triathlon, on est dans un autre level. On a touché le sommet là. C'est vrai qu'il y a un petit côté, celui qui a la dernière paire de roues carbone. Hein, on vous aime, hein, les triathlètes, hein, mais bon, carrément. Faut reconnaître que c'est un peu cet esprit-là qu'il y a dans ce sport. Ouais. Et donc, je vois très bien de quoi tu parles parce que j'ai vécu la même chose. Alors, c'était sur un format M, hein, donc. Mais j'ai vécu ce truc du vélo tout pourri et on te regarde de travers. Je vois très bien. Donc tu comprends bien. Par contre, moi, la différence de toi, c'est j'ai doublé personne. Hein, donc, ouais, c'est un coup de malchance, ça. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais rester dans la route derrière. Ouais, c'est ça. Je peux dire. C'est ça. Non, mais là, ouais, ça commençait un peu. Voilà. Là, après, j'ai dit bon, bah vas-y, je vais embrayer. Et puis après les entraînements, j'ai mis pas mal de choses en place, d'où le fait d'aller au travail en courant le matin, faire 10 km, le soir 10, 20, 30 km, je peux faire des fois je peux faire 40 bornes par jour, quoi. Tu vois, malgré ma charge de travail. Donc tu vois, aujourd'hui, je vais faire une grosse session de plus de 30 bornes ce soir. Enfin, j'ai mis tout ça en place. Et puis ça a pas trop mal marché. Donc là il y a des beaux objectifs qui arrivent. Donc maintenant on va travailler encore plus sérieusement. J'ai pas l'objectif d'arriver en touriste sur les prochaines courses, quoi. Peu importe laquelle elle est. Hein. Alors justement, tu m'as dit juste avant notre échange que tu préparais une petite course autour d'un petit sommet. On va pouvoir en parler, mais juste avant, j'ai une question pour toi. Tu nous parles de l'endurance trail des Corsaires qui est pour toi vraiment une belle course que tu as appréciée, côté authentique, etc. Mais tu parles aussi des Templiers, de Millau avec 2000 personnes, d'une course un peu célèbre autour d'un petit sommet. C'est comme la Maxi Race aussi. Maxi Race, voilà, des courses quand même ultra célèbres, ultra connues, ultra populaires. Quel est ton avis face à toutes ces modalités de participation à des événements? Est-ce que tu dirais que c'est en contradiction, en opposition, complémentaire? Non, c'est clair. Non, c'est honnêtement, c'est pour notre discipline, c'est clairement complémentaire. C'est pour moi, ça me choque pas de voir des courses. Tu vois, j'ai entendu dans plusieurs de tes podcasts où il y a un sujet qui revient souvent, c'est le prix des inscriptions. Ça me choque pas. Le prix des inscriptions, le fait que pour une course on paye 200 balles, l'Ironman, j'en parle même pas. Mais on paye, quand tu vois les organisations, quand tu vois des fois ce qu'il y a besoin de mettre en place, ça me choque pas. Et c'est complémentaire parce que le fait d'aller faire des courses comme j'ai fait là, l'Endurance Trail des Corsaires, qui est une course magnifique, vraiment, c'était vraiment magnifique. En plus, en paysage, en dénivelé, tu fais que monter, descendre. Tu passes ton temps à relancer. Et puis l'approche est pas la même parce que tu sais, c'est pas, t'as pas 100 000 personnes sur le parcours qui sont en train de t'applaudir. Tu sais, tu croises vraiment que les familles des 100 personnes et encore, c'est réparti. Donc l'ambiance, elle est pas la même, tu vois. J'ai croisé des gens sur le parcours, ils m'ont vu passer avec un dossard. Ils m'ont dit, vous faites quoi ici? J'ai dit, je fais une course. Et quand je leur ai dit que je faisais 100 km, ils m'ont dit 100 km, mais vous allez mettre combien de jours? Ben, je dis non, je suis parti ce matin, là, j'arrive là, en fin d'après-midi. Ah bon, ben, je savais pas que c'était faisable. Puis je suis reparti, ouais, bon courage, à bientôt. Voilà, j'ai croisé 2-3 personnes comme ça. Tu vas faire le Mont Blanc. Et c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? L'ambiance, là, il y a personne qui va te demander, tu viens faire quoi ici, tu vois? Tout le monde sait, ouais. Tu vois? Ah, moi j'adore les deux types d'événements. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ce côté parfois authentique où tu connais tout le monde. Tu vois, sur le Grand Raid du Finistère, la toute première édition, j'ai pu accueillir chaque participant comme s'il avait gagné la course. Ça, c'est un truc que tu peux faire uniquement sur les petites organisations. Mais par contre, j'adore aussi ces grandes fêtes de notre discipline. Qui réunissent en fait tout un tas de passionnés, où tu as une énergie qui se développe, où ça fait rayonner aussi notre sport. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup les deux et pour moi c'est très complémentaire et que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'opposer, de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Non. Après chacun fait ce qu'il veut et chacun participe à ce qu'il a envie de participer. Et du coup toi tu vas participer à la course de quartier de Chamonix, comme disent nos amis des Non, dans le GIF. Je vais pas encore y participer. Je t'ai dit que comme objectif. Ah oui, je l'ai comme objectif ultime. Ouais. Et du coup, entre deux, je me suis inscrit et je suis pris pour aller faire Nice en septembre.
Je vais faire le 165 km à Nice avec les 9000 de dénivelé. Et entre deux, là, dans 2 semaines, j'ai un 100 km que Casquette Verte connaît bien parce qu'il l'a remporté. Parce que j'ai déjà pas mal échangé avec lui. Et je fais la diagonale des Yvelines qui fait 100 km et qui est référencée ITRA, tout ça. Donc j'ai l'objectif de pas arriver comme un touriste aussi aux 100 km, parce que j'aimerais bien faire remonter la côte ITRA. Aller pareil à Nice. À Nice même sur les 165, j'arriverai pas. C'est sûr et certain, j'arriverai pas comme un touriste. Et puis après, bah, on va croiser les doigts. Et l'objectif ultime, ouais, c'est l'UTMB. Mais par contre, si je suis pris à l'UTMB, je pense que tu as vu un peu mon profil. J'arriverai pas là-bas comme un touriste. J'y vais pas là-bas je vais pas me pointer sur la ligne de départ pour me dire, tout ce que je veux, c'est le finir. Non, j'irai pas pour ça. Et du coup, ça, c'est un objectif que tu as placé, c'est ton objectif le ultime, le plus haut? Pour le moment, ouais. Et tu veux le faire quand? Bah, j'aimerais passer pour 2024, quoi. J'aimerais, si ça passe. Si c'est possible, si je suis pris pour 2024, ça sera mon objectif de 2024. Après, il y aura des courses parallèles, mais pas des grosses échéances comme ça. Ça sera vraiment l'échéance de 2024 parce que j'irai pour chercher quelque chose. J'irai pas pour me balader, quoi. Alors tu vois, sur l'UTMB, il y a quand même quelque chose qui est qu'on voit chaque année, c'est que en fait, pour tous les coureurs qui ont des partenaires, des sponsors, c'est un peu la course où il faut se montrer, il faut être sur l'une des distances, parce que médiatiquement, ça a une portée qui est assez importante, tout le monde le sait. Et du coup, ça donne des coureurs qui tentent leur chance, qui vont forcer et qui vont voir si ça passe ou ça casse. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon en fait. On se demande pourquoi ils abandonnent. Parce qu'en fait, ils tentent leur chance et puis des fois, ça explose en vol et puis ils voient que ça va pas le faire et du coup ils arrêtent. T'as pas peur de ça, de te faire un peu emporter par cette vague au départ qui va tenter d'aller faire une grosse perf et du coup d'exploser en vol? Peur, je sais pas. Peur pour moi, peur de ça, pour moi c'est un grand mot parce que j'ai pas spécialement peur parce que abandonner une course, je l'envisage même pas. Après, c'est sûr qu'y aller pour un objectif de performance, si tu peux avoir une certaine appréhension à te dire est-ce que la machine elle va tenir jusqu'au bout de ce que je me suis fixé comme objectif, mais quoi qu'il arrive, je partirai avec l'état d'esprit de me dire il faut que je cartonne, tu vois. Mais je vais pas juste partir avec cet état d'esprit là. Avant ça, il y aura des entraînements de fou. Je vais m'entraîner comme un fou pour ça. Je vais pas y arriver en touriste, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu la chance de faire du sport à haut niveau, de faire du karaté, de m'entraîner avec l'équipe de France. Je sais ce que c'est de travailler dur pour aller affronter les plus grosses compétitions. Donc je suis capable de le faire et je sais que si jamais je suis pris pour l'UTMB, je mettrai tout en place pour arriver là-bas dans de bonnes conditions, quoi. Et le faire en moins de 20 heures. Oui, 10 heures. on va marquer l'histoire. On va marquer l'histoire. Parce que je serai en vélo, hein. Encore. Et encore. Si tu veux viser haut, autant aller taper dans les records. Il y a des limites. Les gars qui sont devant, c'est des gars, il y a quand même la plupart, c'est des gars qui sont sponsorisés, c'est leur métier, je les respecte énormément, c'est des profils que je suis et que j'apprécie, mais c'est leur métier. Ouais, c'est pas un objectif que tu aurais d'avoir moi l'objectif ça serait d'être peut-être un peu plus accompagné, tu vois, sur au moins avoir une marque qui me suit ou un truc comme ça serait, je pense que ça pourrait donner un petit truc en plus, tu vois, sur la prépa et de me dire que ça fait des années que je marche tout seul sur ce type d'effort, j'arrive à progresser, tu vois, comme je t'ai dit à Millau, à Amiens, même sur des étapes qui étaient des étapes du championnat de France, j'arrive à aller chercher des top 10 alors que je suis un imposteur, tu vois, j'ai pas de club, je tourne pas en club, j'ai pas de sponsor, j'ai rien, tu vois. Je m'entraîne pour aller au travail et puis le soir je fais des sessions. Je me dis, si je vise un gros objectif comme l'UTMB, ouais, ça pourrait être cool peut-être d'être peut-être un petit peu accompagné, mais après voilà. T'as déjà essayé de contacter des partenaires? Pas directement, non, j'ai jamais essayé. Je me suis dit que j'aurais aimé, tu vois, que ça soit, mais j'ai encore le temps, j'ai 32 ans, mais j'aurais aimé que ça soit par rapport à mes courses, tu vois, et qu'on dise, tiens, peut-être que lui, il a un potentiel,
j'ai eu 2-3 approches si tu veux, mais elles étaient pas super intéressantes. Donc bon, j'ai dit je vais attendre encore un petit peu. Parce que mon objectif là, c'est de taper dedans. Et même si 2024 je suis pris pour l'UTMB et que j'y vais en solo, je ferai le taf quoi qu'il arrive. Je ferai le boulot. Ça m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est un vrai sujet hein, sur lequel sur le podcast on en parle assez régulièrement, le sujet de l'accompagnement des athlètes à partir du moment où tu deviens élite, qui est compliqué en fait, hein, parce qu'on n'est pas dans un sport qui est encore ultra business et ultra où il n'y a pas beaucoup d'argent. Enfin voilà, on parle pas tu vois, comme on disait tout à l'heure, d'Ironman, de tennis, de golf. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent en fait dans notre sport. Ça reste un sport qui est quand même assez encore en dehors de tout ça. Mais du coup, ça donne aussi des coureurs qui doivent se débrouiller un peu par eux-mêmes. Et ça, c'est un sujet qui est parfois un peu compliqué pour certains quand tu veux aller atteindre de beaux objectifs, quoi. Après, c'est faisable parce que tu vois, comme je dis, j'ai un nom qui me suit depuis 2018. C'est Iron 2F. C'est mon nom mais Iron 2F, ça a une histoire. C'est qu'Iron 2F en 2018, je l'ai créé. J'ai créé une association, une réelle association. J'ai créé un compte en banque. Et c'est un truc qui a été déposé. J'ai été démarché X sociétés. J'ai récupéré beaucoup de fonds qui m'ont sponsorisé pour la course. J'ai récupéré vraiment de l'argent que j'ai mis sur ce compte-là. J'ai fait l'Ironman. À la fin de cet Ironman, j'ai fait un chèque de la totalité du compte et je l'ai reversé à la FNP, à une association nantaise. Et je l'ai fait, tu vois. J'ai été chercher les sponsors, je leur ai expliqué pourquoi, je leur ai montré. Peut-être que si aujourd'hui je me ressens, parce que l'association Iron 2F, elle existe encore, peut-être que je pourrais m'en servir. Mais je sais pas. Je me dis que je préférais que ça arrive comme ça et récupérer un sponsor sport comme ça, tu vois, grâce aux performances, plutôt que de me dire je vais aller les démarcher, tu vois. Je sais pas. C'est l'approche qui me dérange peut-être un petit peu. Voilà, à l'époque, je l'ai fait pour une association. C'est pas pareil, tu vois, pour récolter des fonds pour des maladies très peu connues et tout ça. Il y avait un but. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est pour aller les chercher, pour dire, ouais, c'est pour moi. Je préfère que ça vienne d'eux, tu vois. Je veux pas aller chercher comme ça, quoi. Alors, si je peux te donner un conseil, un modeste conseil, parce que c'est une difficulté qu'ont beaucoup de personnes de se vendre un peu, tu vois, t'as l'impression de te vendre. En fait, il faut aller chercher le partenariat gagnant-gagnant, tu vois, utiliser des produits, d'aller voir des marques que tu utilises déjà et de juste intensifier le partenariat, tu vois, comme je fais avec ce podcast avec NAC, et des produits que j'ai utilisés déjà avant. Avec Run Motion Coach, le truc que j'utilise enfin l'application, je m'en sers pour m'entraîner. On intensifie le partenariat comme ça. Simalp, c'est une marque que je porte. En fait, tous les partenariats que j'ai qui sont intensifiés et où il y a une relation commerciale, c'est juste des choses qui sont intensifiées et du coup, c'est du gagnant-gagnant. Je pense qu'il faut pas y aller avec cette impression de pleurer pour avoir quelque chose. Parce que là, tout de suite, tu pars d'une relation pas d'égal à égal, en fait. Et, bien sûr. Oui, mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple. C'est pas simple, ouais. Bah, c'est pas simple. Mais bon, après, je dis pas que on verra la suite. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, qui est sponsor ou pas, je vais continuer à faire des entraînements comme je fais là, des gros entraînements, à faire des sorties, faire vraiment des très belles sessions. Et après, on verra où ça va nous mener. Mais quoi qu'il arrive, ça m'empêchera pas d'aller me batailler avec les pelotons de tête. On va continuer comme ça. Alors, ça ressemble à quoi une semaine classique de Florian Fillon en termes d'entraînement et... Bah là, sur des phases de prépa comme en ce moment, c'est assez chargé parce que ça commence généralement. Bon, ça dépend de comment se passe le week-end, mais le lundi, tu pars au travail en courant le matin à 5h30, tu rentres le soir. Donc là, tu vois, lundi, j'ai réussi à cumuler 40 km déjà, et puis après, ça s'enchaîne tout le reste de la semaine, quasiment tous les jours, sauf le mercredi soir. Je fais une parenthèse. Mercredi soir, c'est retour obligatoire en voiture ou en moto ou autrement, mais parce que le mercredi soir, je fais de la salsa avec ma femme. Donc le mercredi Trop soir, bien. Donc le mercredi soir, c'est le cours de salsa. Donc voilà, c'est le petit moment de détente où on fait autre chose et c'est grave cool. Donc c'était hier soir. Et après, ça renchaîne derrière jeudi, vendredi et le week-end, je suis capable de faire sur 2 jours, de faire des grosses séances, quoi. Je peux faire un samedi où je vais faire samedi. Tu prends le week-end dernier, j'étais en formation pompier. Tu vois, je te donne un exemple bête, hein, parce que aucune de mes semaines se ressemble. Et la semaine dernière, samedi, j'étais en formation pompier. Je suis parti de chez moi à 5h.
en courant. J'ai fait 11 ou 12 kilomètres. Je suis arrivé à la caserne. C'était le jour des tests sportifs. J'ai fait les tests sportifs. Donc, Luc Léger, test accélération et tout ça. Je me suis même pas changé, tu vois, je fais les tests directs. On a fait la formation. Donc, on a piétiné toute la journée, on a manœuvré et tout ça. On a fini à 15h. 15h, j'ai remis ma tenue pour courir et je suis parti faire 30 bornes. J'ai refait 30 bornes avec 800 mètres de dénivelé et tout ça. Et puis, je suis rentré chez moi, tu vois. Donc, j'avais cumulé, combien de kilomètres dans la journée, je sais pas. Et le lendemain, je me suis relevé et j'ai recouru. J'ai refait, le lendemain, j'ai dû recumuler presque une trentaine de bornes le lendemain. Mais j'adapte toujours en fonction de mon travail, des pompiers et tout, mais j'arrive en prépa, j'arrive à tourner à 100, 120, je peux monter jusqu'à 140 km semaine, quoi. Après, il y a du renforcement, je fais de la muscu, mais en mode renforcement, gainage, abdos, traction. Je me renforce pas mal la partie haute du corps aussi. Donc, voilà, j'essaie d'alterner. Et puis, j'écoute pas mal mon corps, tu sais, quand je pars courir, je cours énormément aux sensations. Tu sais, je fais pas, j'écoutais un de tes podcasts là, qui me faisait assez rigoler, je crois que c'était avec Alexandre, sur sur les thèmes VMA, Farclet, et tu me parles comme ça, tu me parles en chinois, alors que ça fait 20 ans que je cours. Je cours aux sensations. Je peux très bien faire un 10 km en 35 minutes, parce que j'en suis capable, 35 ou 34 minutes, et le lendemain, je me lève et je vais faire 10 km en 1h10. Tu vois, je cours aux sensations. Et je ne suis jamais blessé. J'ai rien. Jamais de douleur, je suis jamais blessé. C'était ma question suivante de savoir si tu étais déjà Jamais. blessé. Donc, jamais. J'ai jamais rien. Rien. Tu as même des petites inflammations, elles sont vraiment très passagères et elles persistent pas parce que dès que je sens que ça arrive, je continue à courir, mais je régule. Voilà, je réduis un peu l'allure. Je passe, je fais peut-être si je sens que ça tire un peu sur l'avant, je vais faire peut-être un petit peu moins de dénivelé, ça va, je vais adapter. Et puis dès que ça va, que j'ai une condition, je vais aller faire un semi-marathon, à 14-15 km/h de moyenne, tu vois. J'adapte. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, choquant pour certaines personnes, mais en fait ça me fait me souvenir d'un très très vieil épisode que j'avais fait avec Antoine Guillon et où je lui disais mais enfin un ultra tous les mois et demi quasiment il fait ou il faisait et je lui dis mais c'est énorme et puis il me dit ouais mais moi ça fait 50 ans que je cours tu vois et du coup le corps il s'est quand même sacrément adapté, il s'est quand même sacrément renforcé et du coup ses capacités de récupération sont beaucoup plus importantes que celles de quelqu'un qui débute la course à pied. Alors du coup ce qui dans ton cas est flagrant, c'est que en fait tu as toujours fait du sport, ça a toujours fait partie de ta vie et du coup ça te permet de faire ça, ces volumes d'entraînement et sans te blesser. Mais effectivement quelqu'un qui débuterait le sport et la course à pied, non, faut pas. C'est comme tu vois faire. Moi, c'est la question du pourquoi. Elle revient tout le temps. Hein. Même dans l'ultra, on me l'a encore dit hier soir à la salsa, parce que des gars qui me suivent sur les réseaux et tout, qui me disent mais tu reviens de Bretagne là, pourquoi t'as fait 100 km en courant? Tu vois pourquoi t'as fait ça? Tu vois, t'as pas la réponse, mais tu vois, je vais faire des 30 bornes le soir. Le lendemain matin, je me réveille, je mets mes baskets à 5h30, j'ai pas une douleur. Je vais reparcourir 10, 15, je peux refaire 20 bornes si je veux. Parce qu'on est habitué, tu vois, quoi qu'il arrive. Je suis pas un athlète de haut niveau, mais j'ai habitué mon corps. C'est-à-dire que je peux me lever demain matin et aller refaire 30, 40 km. J'ai pas de douleur, j'ai rien. Je peux continuer à courir. Et je m'arrête ce soir parce qu'il est tard, tu vois, et qu'il faut que j'aille me coucher. C'est juste ça, quoi. Bah c'est fascinant et inspirant. J'aime beaucoup ces histoires de transition d'un sport à l'autre comme ça. Est-ce qu'il y a un autre sport comme peut-être qui a complètement rien à voir, hein, où si je te lance un défi, tu te dirais ouais j'irai. Ouais, faut faire attention parce que moi, les défis, je suis vraiment bête là-dessus. Je suis vraiment bête. Je sais pas après comme ça te dire sur un autre sport, je me méfie parce qu'après je vais je vais avoir des amis qui vont écouter la vidéo et ils me connaissent, ils vont venir me voir en me disant ouais, tu le feras pas. Allez, t'es pas capable, tu vas pas aller me faire champion du monde de boxe française. Allez, tu le feras pas. Ou tu vas pas faire d'escrime. Allez, va faire d'escrime. Je sais pas. Franchement, honnêtement là si demain je devais changer de sport, il faut que je reste sur un sport d'endurance. Tu vois? Je peux pas, j'aime trop ça, le fait de pousser toujours plus loin et de chercher où sont les limites. Et je me dis que dans un sport où ça va être des sessions de
d'1 heure ou truc, non, je vais pas m'y retrouver. Je m'y retrouverai pas, c'est pas possible. Ah, donc d'aller faire des aventures à vélo, type Race Across France, des choses comme ça, ça te Oui. parle. Ouais, voilà, c'est ça. Un truc qui me parle. Ouais, carrément. Mais j'ai même sur des projets, tu vois, il y a Alexandre Boucher là qui allait faire Paris-Plage. Je devais le faire. Du coup, je me suis dit, je vais pas le faire. Je vais en trouver un autre. Parce que si Flo, il fait Paris-Plage, derrière, on va dire, bon, mais tu vois, quand je l'ai vu faire, je me suis dit, j'étais parti. J'étais déjà en train d'organiser, j'avais fait les tracés et tout. Puis après, je dis, bon. Mais tu vois, c'est des genres de trucs que je vais me lancer, que je vais faire. C'est sûr, il y aura pas que des courses. Je vais faire des projets solo. Parce que j'en ai besoin. Tu vois. Juste pour créer ma propre histoire. J'ai besoin de créer ma propre histoire. Pas qu'elle soit que sur les courses, tu vois. Ouais, je sais pas, tu vois, c'est pas parce que Alexandre l'a fait que plus personne doit le faire derrière. Non, Si bien ça te sûr. fait plaisir de le faire, vas-y, hein. En plus, quand j'ai regardé son parcours, il passe à 50 mètres de mon pavillon. J'ai dit, attends, c'est un délire. J'ai dit, il passe là, en bas de ma rue. J'ai dit, attends, délire. On s'est eu, là, cette semaine, au téléphone, là, j'ai dit, c'est un délire. C'est un délire. Excellent. Bah écoute, en tout cas, je pense que on a fait un beau tour et j'ai l'impression qu'on aurait pu raconter encore d'autres anecdotes Ouais, il y en a plein. pendant encore quelques temps et je t'invite officiellement à venir après ton UTMB pour nous faire un petit feedback dans Avec grand plaisir. un an et demi pour raconter tout ça. Donc, chers auditeurs, peut-être que l'épisode 300 et quelques sera avec Florian aussi. C'est ça. J'espère. Puis au plaisir de se croiser. Hein, je vais souvent en Bretagne quand même. Eh ben, tu viendras sur le Grand Raid du Finistère. Avec grand plaisir. Hein, avec grand plaisir. la question qui clôture souvent mes épisodes, que je dis même quasiment tout le temps, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange? Je fais juste une parenthèse pour finir et je veux juste remercier ma femme et mes proches qui me suivent sur mes trails et sur mes ultra trails parce que pour nous c'est dur, mais pour eux c'est ultra dur aussi. Franchement, attendre des heures dans le froid, ma femme elle m'a suivi au Mont Blanc, de nuit, 2 jours, attendre dans la montagne, elle m'a attendu des fois pendant 3-4 heures, elle m'attend en bas, elle m'a attendu à Chamonix à 1h30 du matin, pendant 2 heures, dans la ville, comme ça, à attendre que j'arrive, que je descende la montagne. Et après, elle m'a accompagné avec le sourire jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils ont un mérite incroyable. Ils ont un mérite déjà sur les entraînements toute l'année parce qu'ils supportent et sur les courses. Franchement, je veux juste les remercier, que ce soit mes parents, ma famille, mes amis et ma femme surtout. Juste les remercier, quoi, c'est tout. Eh ben écoute, le message est passé et tu as raison de le souligner. La puissance des accompagnateurs, de l'entourage est souvent sous-estimée et ceux qui ne l'ont pas, vous avez, il vous manque une brique pour compléter toutes les compétences que doivent avoir un coureur. C'est clair. Bravo à eux de t'accompagner dans cette démarche qui est très altruiste et ça c'est clair. Merci Florian pour ton passage sur le podcast. C'était passionnant. On a réalisé un bel échange, du moins moi je trouve. Bon courage pour toutes tes préparations et puis je vais suivre Iron 2F avec attention sur les réseaux et puis écoute, je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller suivre Florian sur les réseaux. C'est Instagram principalement, hein, c'est ça, hein? Ouais, Instagram et Strava, Strava, voilà, okay. Les deux surtout, ouais. Ça marche. Merci Florian, à bientôt. Merci à toi, merci, salut.